Hélène, 6e épisode. Tout ce chambardement émotionnel, de retrouver un vrai père, tout ça. Tu vois, enfin, les grandes embrassades ou les grandes retrouvailles et tout. Moi, j'ai jamais eu ça. Et en même temps, il m'a jamais élevée. Et ça, c'est irremplaçable, en fait. D'ailleurs, à sa mort, il n'y a pas eu quoi que ce soit sur moi. 3, 2, 1. Il n'y a pas eu de notaire qui t'a appelé. Rien, non, il n'y a pas eu de, tu vois, ni notaire, ni... Il n'y a rien eu. Donc, il avait rien fait non plus. Ni une lettre, tu vois, j'en sais rien, moi, un mot me reconnaissant, enfin, tu vois. Voilà. Là, c'est un portefeuille qu'on m'a offert quand j'avais 18 ans. En cuir. En cuir. Donc, attends, il n'y a pas grand-chose dedans, mais alors, je crois que j'ai... Alors, tu vois, ça, c'est la photo de ma mère que j'ai. Et alors, voilà. Donc, ça, c'était mon père. Alors, je ne sais pas si tu le vois. Enfin, le géniteur. Comment tu le trouves? Bon, moi, je trouve que c'est un bel homme. Un peu sévère, non? Donc, en fait, voilà, ça, c'est exactement les 2 photos que j'ai de mes parents. Mes vrais parents, quoi. Enfin, ceux qui m'ont fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce portefeuille? Tu vois, ça, c'est ma carte d'invalidité. Ouais. Que je dois garder. Voilà. Bon, ma carte d'invalidité, elle est précieuse. Et donc, je la laisse toujours dans ce portefeuille. Tu vois, besoin d'accompagnement, carte d'invalidité. Taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80%. Tac. Voilà. Donc, la première greffe, elle a eu lieu en 87. J'avais 17 ans. Elle a été rejetée en 94. J'en avais 24. Et donc, pendant ces 7 ans, j'ai eu des milliers d'allers-retours à l'hôpital, parce qu'il y avait du rejet. Donc, en fait, dès qu'il y a un problème avec la greffe, tu es hospitalisé, il y a des traitements. Tu les vivais comment, ces allers-retours à l'hôpital? Alors moi, je crois que j'étais quand même très, très, très traumatisée de ça, de cette épée de Damoclès. Je me souviens de faire des rites. Donc, je faisais des prises de sang quasiment, je crois que c'était une fois par mois, donc c'est quand même récurrent. Et j'avais tout un rituel de superstition, en fait. Je mettais une certaine culotte, un certain pantalon, un t-shirt précis. Tu vois, pour essayer de ne pas me faire hospitaliser. Tu vois, la veille, j'arrivais pas à dormir. J'étais vraiment très, très flippée ouais, voilà, de me faire hospitaliser, de perdre le rein, de retourner en dialyse. Tout ça était très compliqué. Et en 94, c'était l'été. Et là, je commence à avoir beaucoup de douleurs abdominales, à vomir tout le temps, à me traîner. Vraiment, je ne suis pas bien du tout. Et là, je vais à l'hôpital et là, ils me disent « Non, mais là, le rein, c'est fini, il faut l'enlever. » Donc, du jour au lendemain, on m'a enlevé ce rein et je suis retournée en dialyse. Je crois que la dialyse, c'est la chose qui m'a le plus effrayée au monde, tu vois, de retourner en dialyse. Ça a été quand même depuis mes 15 ans, enfin, tu vois, depuis cette hospitalisation, première hospitalisation, où tout s'est enchaîné et où j'ai perdu mes reins, où il y a eu ça. J'ai toujours eu cette angoisse tout le temps. Et une fois que j'y suis, bah, quelque part, je suis tranquille. Maintenant, j'ai plus cette épée de Damoclès. Elle est tombée de toute façon, j'y suis. Donc je suis quand même peut-être plus sereine. Tous les 2 jours, je dois aller me faire dialyser quoi qu'il se passe. Et des fois, j'ai 42 fièvres. Et des fois, j'ai envie d'être dans mon lit. Et des fois, j'ai envie de rentrer chez moi. Et des fois, j'ai envie d'aller au cinéma. Non, c'est la dialyse, attacher une machine. Et tu pars en Italie, tu dois avoir ta machine qui t'attend. Enfin, ça, c'est un truc... Et cette contrainte-là, je la contrebalance sur une espèce de volonté de liberté à tout prix, tu vois. J'y pense et en même temps pas trop. J'ai pas l'impression que je me vive comme dialysée. Souvent, je me dis, tiens, c'est d'une autre personne dont je parle.
Et des fois, je me rattrape en me disant « Ah oui, mais c'est vrai, tiens, tu vis ça. » Ah oui, tiens, ça a été dur, ça. C'est deux Hélène ou deux vies complètement différentes. Et quand je suis en dialyse, je me dis « Ah tiens, c'est marrant, t'as vu, t'as ton sang qui va dans la machine. » Enfin, voilà. Mais c'est vrai que moi, je le vois, le sang, du coup, sortir de moi quand même. Alors qu'on dit, on peut s'évanouir à la vue du sang. Mais moi, tous les 2 jours, il est à côté de moi et on me le restitue dans des tuyaux. Il est comment? Il est rouge. J'ai pas le sang bleu, j'ai le sang rouge. Non, ça, c'est un clin d'œil à ma mère qui adorait la notion d'aristocratie, de privilège et tout ça. Et voilà, elle m'a parlé beaucoup du sang bleu, donc c'est pour ça. À chaque fois, j'ai un petit clin d'œil en disant non, tu vois, il est bien rouge le mien. Bon, alors ça, c'est pareil. On ne sait pas si c'est de la... Non, c'est pas de la mythologie, je pense pas, mais c'est des... Comment dire, des... je sais pas qu'on appelle ça. Les légendes familiales, tu vois, donc, ma grand-mère, donc la mère de ma mère, était issue d'une famille qui s'appelait de la Fare. Bon, c'était des nobles de Poitiers, enfin de la région du Poitou. Il y a un tableau chez mon oncle qui fait 3 mètres, 4 mètres de haut, où il y a la marquise de la Fare, donc c'était l'arrière-grand-mère ou la grand-mère de ma grand-mère, qui pose dans une robe sublime. Alors, ma mère regrettait, en fait, ses privilèges, la richesse comme ça. Et en fait, quelque part, il y a toujours une nostalgie comme ça d'une famille riche, noble, reconnue de ses pairs sans rien faire, où la notion de travail était un peu vulgaire. Il y a 3 générations ou 2 générations, il y avait de l'argent, il y avait du pouvoir, il y avait... tout ça est parti en ruine. Et nous, on a vécu aussi sur les vestiges de cette idée de richesse qui n'existait plus, en fait. Alors, tout à l'heure, tu disais il y a 2 Hélène. Ouais, il y a 2 Hélène. Mais ça, moi, je ne sais pas si ça arrive aux gens. Mais même quand j'étais petite, quand je m'endormais, je me dédoublais. Il y a 2 Hélène. Celle qui dort et celle qui regarde l'autre dormir. Par exemple, quand on m'appelle, des fois, Hélène, j'ai beaucoup de mal à savoir que c'est moi. C'est un mot qui n'a aucun sens. Des fois, je fais juste Hélène, juste le son. Et j'essaie de me dissocier. Ça ne veut rien dire, c'est juste le son du mot. Mais des fois, je me dis, mais c'est pas moi. Je sais que je m'appelle Hélène, ça c'est sûr, mais le mot en soi, je me reconnais pas dedans. Ce que tu dis, ça me fait penser à Victoire Lavenne. C'est-à-dire ton double, celle que tu aurais pu être. Ah bah peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être que je suis une victoire, en fait, que je me bats et que c'est une victoire à chaque fois, je ne sais pas. Donc ça fait référence à cette lettre que tu as trouvée dans l'album. Ça fait référence à voilà. Victoire Lavenne, c'était le prénom que j'aurais pu avoir peut-être si mes 2 géniteurs avaient formé un couple. Et je me serais appelée donc Victoire Lavenne. Et la question est, qui j'aurais été ? Oh, je serais celle que je rêverais d'être, une grande avocate avec une grande maison, des chiens, des chats, un mari, 4 mômes. Et tu dis c'est la femme que je rêve d'être ? Non, mais c'est le stéréotype. Je pense toujours à l'idéal. Des fois, je me dis, oui, avoir une grande maison, plein d'argent, un mec et des enfants. Est-ce que c'est ça le bonheur ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pas. Donc voilà, tu fais cette première greffe, il y a un rejet. Et tu continues ta vie sous dialyse. Voilà. Et un jour, donc, on m'appelle, j'étais au bureau, on m'appelle, quelqu'un voulait absolument me voir. Donc j'étais en réunion de direction, ça je me souviens. Et là, il y a le mec du standard qui me dit « Hélène, il y a quelqu'un qui veut vraiment te voir maintenant. » À suivre.